Bonne rentrée à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors pendant ce petit Paléo News numéro 18, nous allons discuter de tout ce qui s'est passé cet été et que vous avez peut-être raté parce que vous étiez en vacances, mais nous on ne se repose jamais. La science ne se repose jamais, les publications continuent à sortir, les nouvelles continuent à sortir, mais du coup ça passe sous le radar. Parce que tout le monde est en vacances. Donc voilà, on va faire une petite séance de rattrapage de ce que vous avez peut-être ou peut-être pas raté cet été. Et on commence directement avec ce que je pense être une initiative très intéressante. C'est une initiative qui a été lancée par le professeur Lieberger, qui est paléoanthropologue à l'université du Witwatersrand. Donc c'est un de mes collègues à Johannesburg. Et donc il a lancé sa propre chaîne qui s'appelle The Fossil Vault. Vous pouvez voir qu'il a très peu d'abonnés pour le moment, donc allez-y, abonnez-vous à Lieberger. Il a lancé sa chaîne qui s'appelle The Fossil Vault, qui rencontrait un succès extrêmement moyen. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ici les vidéos, mais vous voyez que le nombre de vues dans les premières vidéos était vraiment très très faible, hein. Jusqu'à ce qu'il commence en fait à une série de vidéos où il parle de ses découvertes en direct. C'est-à-dire qu'ils ont découvert une nouvelle grotte dans le Cradle of Humankind, donc le berceau de l'humanité près de Johannesburg. Encore une fois, le Cradle of Humankind, c'est l'appellation de l'UNESCO. Ce n'est pas moi qui appelle ça le berceau de l'humanité. À chaque fois, j'ai des commentaires là-dessus. Il ne faut pas appeler ça le berceau de l'humanité. Si, c'est son nom. L'UNESCO l'appelle comme ça. Donc voilà, c'est l'appellation UNESCO, le berceau de l'humanité. Donc je n'ai pas décidé moi-même d'appeler l'Afrique du Sud le berceau de l'humanité. Donc bref, il a découvert une nouvelle grotte dans le berceau de l'humanité près de Johannesburg. Et dans cette grotte, ils ont découvert un nouvel hominidé. Et en fait, il fait une série de vidéos et c'est quasiment en direct. Vous pouvez voir là, 5 jours, 4 jours, il y a un jour. Il a dit qu'il en sortirait une encore ce week-end. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos. Mais d'ici à ce que cette vidéo, ce Paléo News sorte, il y en aura peut-être une 4e. Et en gros, ils ont découvert un nouveau reste d'homininés et ils parlent de ce nouveau reste, de ces nouveaux fossiles d'homininés. Donc au début, comment ils les ont découverts. Là, c'est la préparation, comment ils ont commencé à creuser la roche pour trouver le fossile. Et là, vous pouvez voir la première dent d'homininés qui sort. Donc c'est vraiment très intéressant comme démarche. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment full transparence, quoi. Il y a vraiment, enfin, je crois pas, du moins, qu'il y ait de tricherie. Évidemment, il y a du montage dans ce qu'ils nous montrent, hein. Les vidéos, elles font que quelques minutes, donc il y a forcément du montage. Mais au moins, on voit vraiment comment cette découverte a été faite au début, comment cette découverte maintenant est en train de se révéler aux yeux de Lieberger, mais aussi des préparateurs. Du coup, on voit aussi le travail des préparateurs, donc ça vous montre aussi un peu le background, ça vous montre ce qu'il y a derrière en fait les découvertes. Et c'est surtout ça, je pense, qui est intéressant, c'est que grâce à ça, du moins si ce fossile d'hominidé est au moins aussi intéressant qu'il aimerait qu'il le soit, grâce à ça, vous allez voir à peu près combien de temps il y a entre la découverte d'un fossile et la publication de la nouvelle dans la presse. Et ça risque de prendre quelques années, au moins quelques mois, voire quelques années. D'ailleurs, après, on pourrait justement, je vais pouvoir enchaîner là-dessus, parce que vous vous demandez certainement quel est le niveau d'honnêteté de la démarche. Je sais, par des bruits de couloir, parce qu'évidemment, je travaille dans la même institution que lui, donc je sais par des bruits de couloir que cette grotte, il ne l'a pas découverte, il y a 5 jours. En réalité, ça fait 2 ans qu'ils connaissent la grotte, mais même dans cette vidéo-là, ils expliquent que ça fait presque 100 ans en fait qu'ils connaissent cette grotte. Mais je sais que ça fait au moins 2 ans qu'ils savent qu'il y a de l'homininé dans cette grotte, alors qu'il y a 100 ans, ils ne le savaient pas. Ça, voilà. Mais donc cette grotte, elle est connue depuis très longtemps. Il y a même un film qui a été tourné dedans, Tremors 5, pour ceux qui connaissent la série des Tremors. Voilà, c'est des gros nanars d'horreur. Donc il y a même des films qui ont été tournés là-dedans. Donc c'est une grotte qui est très connue, mais on ne savait pas qu'il y avait de l'hominidé. C'est seulement avec Lieberger qu'ils ont découvert. C'est seulement Lieberger qui a découvert qu'il y avait vraiment des hominidés dedans. Et moi, ça fait 2 ans que j'en entends parler par des bruits de couloir qu'il y aurait des fossiles dans cette grotte. Donc, c'est en direct, mais il a mis longtemps à s'y mettre. Voilà. C'est en direct, mais je pense que c'est le coronavirus, en fait. C'est le fait qu'on s'est retrouvé coincé. Et comme lui, il habite vraiment juste à côté du Cradle of Humankind,
bah, il s'est mis à bosser full-time sur la recherche de nouveaux sites. Et du coup, il s'est dit, bah, tiens, si je retournais dans cet endroit où on sait qu'on avait trouvé de l'hominidé il y a 2 ans. Et je pense que c'est ça qui s'est produit, à mon avis. C'est que c'est vraiment le coronavirus qui lui a fait dire, bon, bah, allez, on a qu'à faire ça. Voilà. Donc, bref, c'est une démarche qui est assez honnête. Après, connaissant un peu le personnage de Lee Burger, je pense qu'il va essayer de pimper un peu le truc parce que c'est c'est une personne qui sait très bien communiquer. Vous allez voir qu'il parle à la caméra beaucoup plus facilement que je ne le fais. D'ailleurs, moi, je parle pas face caméra, voilà, tout simplement. À part dans le coin en bas à droite, là, mais sinon, je parle pas face caméra. Mais bref, vous allez voir qu'il s'exprime très bien à la caméra. C'est un excellent. Il fait très très bien de la communication scientifique. C'est très agréable à écouter. C'est en anglais, mais on comprend relativement bien. Si vous avez des bases d'anglais, vous pouvez très très bien comprendre. En plus, vous voyez que là, quand le son est mauvais, en plus, il a mis des sous-titres, donc c'est vraiment sympa. Oui, donc il risque de pimper un petit peu, je pense, la découverte. D'une, parce qu'il prend un risque, hein, évidemment, en vous montrant les découvertes qu'il fait en direct, c'est-à-dire qu'il prend le risque que ce qu'il a découvert ce soit pas important du tout et que du coup il fait des vidéos pour rien. Je veux dire, il le saura pas tant qu'il n'aura pas tout dégagé. Bon, évidemment, comme j'ai dit, je pense qu'il serait pas allé vers cette initiative s'il y avait rien d'intéressant. Je pense que ça fait déjà 2 ans qu'il y pense, que ça mature dans sa tête. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de risque que la découverte soit d'une importance moindre, mais quand même, il prend quand même ce risque. Donc à mon avis, il n'hésitera pas un peu à pimper une fois de temps en temps l'importance de la découverte. Donc c'est un petit, voilà, c'est un petit avertissement. Voilà, il ne faut pas non plus être complètement hypnotisé par la grandeur apparente de la découverte. Mais c'est intéressant, comme je disais, de voir le backstage. Voilà, là, par exemple, dans cette vidéo-là, je crois que le préparateur va lui suggérer que c'est possiblement Paranthropus robustus parce que là, il y a une dent et qu'elle est très très grosse. Et que Lee Burger va dire non, non, moi je veux pas que ce soit Paranthropus robustus. Parce que si c'est Paranthropus robustus, ça n'intéresse personne. Donc voilà, c'est par exemple ça. Donc démarche très intéressante à suivre avec quand même en gardant à l'esprit que bah, c'est comme ce chercheur prend un risque, je pense il va quand même essayer de rendre ça un peu plus shiny, un peu plus glossy que ça ne l'est en réalité. Mais en tout cas, voilà, une découverte d'un nouvel homininé, de toute façon, c'est jamais pas important. Quoi qu'il arrive, c'est comme il le dit au début de cette série de vidéos, il y a des gens il y a des paléanthropologues qui vont passer toute leur vie sans jamais découvrir un seul fossile d'être humain, quoi. Donc là, le fait qu'il nous montre ça en direct, il faut quand même savoir que c'est une démarche qui est très 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 exceptionnelle. C'est une démonstration de transparence assez ouf venant du milieu de la paléanthropologie. Le milieu de la paléanthropologie, c'est un milieu où il y a tellement de concurrence entre les scientifiques que généralement les scientifiques refusent de communiquer sur leurs découvertes, même une fois qu'elles sont publiées. Il y a beaucoup de scientifiques qui font ça, même une fois que les découvertes sont publiées, ils refusent de communiquer parce qu'ils ont trop peur que ça se dissémine, que ça leur échappe. Parce que c'est un milieu à très forte concurrence, hein, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de chercheurs pour pas beaucoup de fossiles et pour pas beaucoup d'argent. Donc voilà, là, on est vraiment sur une démarche qui est très très exceptionnelle. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant que ça vient juste de commencer. Et j'espère que ça continuera longtemps, que j'aurais pas fait ça pour rien, qu'il va pas s'arrêter à 4 vidéos, parce que bon, ce serait dommage. Mais bon, partis comme ils sont, là, ils ont quand même des bonnes découvertes. Ils ont des dents, donc, sachant que les humains sont des mammifères, avoir des dents, c'est le plus important. Voilà. Donc, ils ont des dents, ils ont du squelette. Si c'est vraiment un Paranthropus, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont une dent de Paranthropus associée avec un squelette possiblement de Paranthropus. Or, on n'a pas de squelette de Paranthropus, donc ce serait super intéressant que ce soit Paranthropus, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Je me contredis à la vitesse du son. Voilà, donc à suivre. Moi, je pense à suivre. Donc, allez voir The Fossil Vault. Il n'y a que 512 abonnés. Je pense qu'il en mérite plus. Ne serait-ce que pas pour la transparence, justement, de la démarche. Voilà.
Pour le premier article de ce Paléo News, on va rester dans la paléoanthropologie. On n'a qu'un article de paléoanthropologie. On ne va pas faire un Paléo News entier sur la paléoanthropologie. Hein. Il n'y a pas que ça qui s'est passé. Mais c'est un article que je trouve très, très, très intéressant parce que c'est un article qui a fait du bruit. Hein. Preuve d'une occupation humaine au Mexique autour du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire il y a à peu près 30 000 ans. Donc 33 à 31 000 ans, comme vous pouvez voir ici. Et ça, c'est intéressant d'avoir des humains à Mexico il y a 30 000 ans parce que normalement, l'être humain, pour autant qu'on sache, l'être humain est arrivé il y a 15 000 ans en Amérique du Nord. Donc, avoir déjà des êtres humains il y a 30 000 ans au Mexique, ça pourrait être super intéressant. Ça voudrait dire que l'être humain est arrivé 2 fois plus tôt qu'on ne l'imaginait. Et ça, ce serait quand même super cool, ce serait quand même assez exceptionnel. Donc, évidemment, les plus érudits d'entre vous savent qu'on a trouvé des possibles preuves de présence humaine en Amérique du Nord il y a à peu près 100 000 ans, datant d'il y a à peu près 100 000 ans, donc encore plus vieux que 30 000 ans, je veux dire 70 000 ans plus vieux. Ces preuves, ce sont juste des traces de découpe sur de l'os, celles qui datent d'il y a 100 000 ans. Des traces de découpe sur de l'os, c'est quand même pas évident à interpréter. Et quand on n'a pas la preuve qu'il y a des êtres humains sur place pour les faire, des traces de découpe sur l'os, enfin interpréter des traces de découpe comme étant des traces de découpe faites par l'être humain sur de l'os, c'est assez hasardeux parce qu'on sait que par exemple les alligators et les crocodiles font des traces sur les os qui peuvent ressembler à des traces de découpe. Donc, si vous n'avez pas l'outil avec, c'est pas évident d'interpréter un truc comme une trace de découpe. Donc voilà, c'est pour ça que même si ça a été publié dans une grande revue et que ça a été peer review et tout ça, il n'y a pas grand monde qui prend ça pour argent comptant. En tout cas, parmi les spécialistes, il n'y a pas grand monde qui prend ça pour argent comptant, tellement que quand on publie des preuves qui datent d'il y a 30 000 ans, elles sont aussi publiées dans une grande revue comme Nature. Ici, c'est la revue Nature. Donc, en tout cas, voilà, on aurait un signal qui commencerait à sortir qui dirait que l'être humain est arrivé plus tôt qu'il y a 15 000 ans. Alors, il faut savoir que cette date, plus tôt qu'il y a 15 000 ans, ça va à l'encontre des phylogénies moléculaires qui ont tendance à dire que, par l'horloge moléculaire, qui disent que l'être humain est arrivé en Amérique du Nord il y a entre 15 et 20 000 ans, en gros. Donc, c'est déjà un peu plus vieux que le registre archéologique qui, lui, ne va que jusqu'à 14 000 ans, il me semble. Mais bon, ça reste assez cohérent. Donc, une présence humaine il y a 30 000 ans, ça veut dire qu'il y a une population humaine qui est arrivée là et qui a complètement disparu depuis, qui a été remplacée par une autre vague de migration qui a donné pas les Indiens d'Amérique, mais vous voyez ce que je veux dire, les natifs américains qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire que cette population, génétiquement, n'a pas laissé de descendants. Donc bon, c'est une grosse hypothèse à formuler, mais quand on a des bonnes preuves, on peut se le permettre. Et le truc ici, c'est que les preuves, c'est juste du lithique. Enfin, du lithique, donc c'est des outils, de la pierre taillée. Et donc, ces outils, cette pierre taillée, je suis incapable de l'interpréter. Je suis incapable de vous. En fait, voilà, le truc avec cet article, c'est que je ne suis pas vraiment capable de vous donner un avis critique parce que c'est de l'archéologie lithique. J'ai aucune idée de comment on interprète de l'archéologie lithique. Donc, je ne fais que vous rapporter ici ce qui a été découvert. Donc, on a des outils qui datent de 30 000 ans et qui ont possiblement été fabriqués par l'être humain. Le fait est que ce n'est pas resté complètement non critiqué. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit quand même. Il y a eu des critiques, il y a des gens qui disent qu'on peut avoir des outils. Parce que là, apparemment, la grosse critique que j'ai vue passer, c'est qu'on est sur de l'homme moderne, globalement. Hein. Je veux dire, il y a 30 000 ans, c'est Homo sapiens. Donc on est sur de l'homme moderne. Or, ces outils-là, ils ne sont pas du tout symétriques. La taille, semblerait-il, n'est pas fine et pas précise du tout. Donc en gros, ça pourrait très bien être juste du caillou qui ressemblerait curieusement. Ça a été trouvé en grotte. Et donc, les petites chardes qui tomberaient du plafond, en fait, pourraient ressembler à ça. Mais bon, donc voilà, il y a quand même des voix qui se sont élevées parmi les archéologues pour dire que peut-être que c'est pas du caillou. Alors moi, avec ma formation de biologiste, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont fait des analyses ADN. Donc, ils ont fait des analyses ADN du sol, du sédiment.
et que dans ces analyses ADN, en fait, ils ont trouvé des traces d'ADN de plantes. Donc, ce que vous voyez là, du genévrier, du abies, je ne suis pas sûr ce que c'est, du pin, il y a de l'épicéa. Donc, ils ont trouvé des plantes, ils ont trouvé des animaux aussi. Il y a du rongeur, il y a du bison, je crois. Où est-ce que c'est dit? Myotis, donc ça, c'est du rongeur. Il y a du chiroptère, donc il y a de la chauve-souris, plus de rongeurs, de la marmotte, du microtus, je ne sais plus comment ça se dit. Dans les gros, ouais, voilà, il y a de la chèvre. Voilà, il y a de la chèvre caprinée. Il y a du mouton, ovis. Il y a de l'oiseau. Bref, et il y a même du rapace, donc il y a du carnivore. Et c'est là que ça devient important, c'est qu'on arrive même à retrouver de l'ADN de carnivore dans le tas. Donc les carnivores, c'est plutôt rare quand même. D'ailleurs, il y a aussi de l'ours. Tiens, voilà, je cherchais les grosses bestioles. Il y a aussi de l'ours. Donc ça, c'est des animaux qui sont quand même relativement rares, puisque c'est des carnivores. Donc les carnivores sont beaucoup plus rares que les herbivores dans les écosystèmes. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'au moment de chercher de l'homme, de l'ADN d'Homo sapiens, eh ben, c'est ce qu'il a décrit là, voilà, we found no evidence of ancient human DNA within the sample. Ils n'ont trouvé aucune preuve d'ADN humain dans les échantillons. Et alors ça, moi, c'est une alarme, mais qui sonne rouge, fluo comme ça, parce que comment c'est possible qu'il y ait eu une occupation humaine dans un terrain? On en a occupation humaine qui a été suffisamment intense pour qu'il y ait des outils et des choses comme ça, et qui est sur un terrain où en plus on trouve des traces de carnivores, donc qui devraient être normalement plutôt rares, mais on ne trouve pas les humains en question. Voilà, les humains dont on a les preuves matérielles, on n'en trouve pas les preuves ADN. Ça me semble quand même bizarre. Alors après, je dis ça, mais après, je dis ça, je dis qu'on a trouvé de l'ADN humain et c'est plutôt. On n'a pas trouvé d'ADN humain, pardon, et c'est plutôt bizarre, mais au final, si on avait trouvé de l'ADN humain, le premier truc que je me suis dit, c'est peut-être que c'est juste une contamination. Donc au final, qu'ils aient trouvé ou pas de l'ADN humain, quoi qu'il en soit, j'aurais été méfiant. Donc c'est un peu ça aussi que je me dis, c'est que bon. J'aurais été assez méfiant quoi qu'il arrive. Mais là, le fait qu'ils ne trouvent pas d'ADN humain alors qu'ils ont soi-disant des preuves d'occupation humaine avec du lithique, ça soulève un sourcil assez circonspect. Voilà. Donc bon, preuve d'existence humaine il y a 30 000 ans. Le truc aussi, c'est tout simplement, ils n'ont pas d'ADN humain et puis ils n'ont pas de fossiles humains d'ailleurs. Ils n'ont pas de crâne, ils n'ont pas de dents, ils n'ont aucun fossile, ils n'ont aucun os. Donc tout ce qu'ils ont, c'est des trucs que certains appellent des outils et que d'autres archéologues ne veulent pas appeler des outils. Bon, voilà. Donc l'origine humaine en Amérique du Nord, enfin l'origine de la migration de l'être humain en Amérique du Nord avant 15 000 ans, pour l'instant, ça reste, je pense, il faut rester prudent et ça reste un point d'interrogation. Ceci dit, c'est déjà mieux que d'avoir juste trouvé des marques sur des ossements. C'est déjà une meilleure preuve que des marques sur des ossements, mais ça reste quand même insuffisant. On saura vraiment qu'il y a eu des êtres humains avant il y a 15 000 ans, quand on trouvera un crâne de 20, 30, 40 000 ans. Enfin, un crâne ou même des dents, hein, je veux dire, ça suffirait, des dents, même des ossements. Je veux dire, vous trouvez juste des ossements de primates en Amérique du Nord, enfin d'un grand primate, même si vous ne pouvez pas dire mieux que c'est juste du primate, je veux dire, il n'y a jamais eu d'autres primates en Amérique du Nord que Homo sapiens. En tout cas, pas depuis les 30 derniers millions d'années. Donc, juste trouver une phalange et dire c'est forcément une phalange de primates, ça suffit pour dire que c'est Homo sapiens. Donc, il faudrait vraiment juste un os. Et puis, cet os, vous faites une analyse au carbone 14 dessus, vous trouvez qu'il date de 30 000 ans, c'est gagné, quoi. Donc, je pense que la vraie bonne preuve qui montrerait que l'être humain est arrivé en Amérique du Nord plus tôt que prévu, ce serait vraiment de l'ossement. On passe aux dinosaures. On passe aux dinosaures, bande de petits filous, je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Donc on passe aux dinosaures et puis je pense qu'on va passer à ce qui semble être la fin du débat sur Oculudentavis, donc le endgame, Oculudentavis endgame, la révélation finale. Donc
Oculudentavis, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le petit oiseau, enfin, c'est un petit crâne qui avait été retrouvé dans l'ambre du Myanmar, donc dans l'ambre de Birmanie, qui date du Crétacé et qui, qui semblait avoir appartenu au plus petit oiseau qui ait existé au Crétacé, donc ce qu'ils avaient qualifié à l'époque de dinosaure de la taille d'un colibri. Hummingbird, c'est un colibri. Donc, bah oui, bon, les oiseaux étant des dinosaures, un colibri est un dinosaure de la taille d'un colibri. Bon, mais là, celui-là, il date du Crétacé. Voilà. Et il avait des petites dents, surtout. Il avait des petites dents et il avait l'air plus primitif que Archaeopteryx en plus. Parce qu'il avait des dents, notamment, qui s'étendaient jusqu'en dessous de l'œil, en dessous de l'orbite. Et ça, même Archaeopteryx ne l'a pas. Et ça, c'est un caractère très primitif pour le coup. Donc, on avait apparemment quelque chose de très dinosaurien, un oiseau encore très dinosaurien dans l'aspect. Et cet oiseau très dinosaurien dans l'aspect daté du Crétacé avait été retrouvé en Birmanie. Mais le problème, bah, c'est qu'il y a des gens qui sont repassés, mais vraiment juste derrière, quoi, quelques mois après, en disant, bah non, en fait, là, vous trompez complètement. Les dents, elles sont pas técodontes, elles sont pleurodontes, donc elles n'ont pas de racines, mais elles sont implantées sur l'intérieur de la mâchoire. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve que chez les squamates, donc que chez les lézards et les serpents. Quoique les serpents ont plus vraiment les dents pleurodontes, donc c'est vraiment les lézards. Mais bref, c'est un truc qu'on retrouve que chez les trucs qui sont pas des dinosaures. Et en plus, il n'y a même pas de fosse antéorbitaire chez ce petit Oculudentavis, donc il y a même pas le crâne n'est pas de type archosaure. Or, un oiseau, c'est un archosaure, donc normalement, vous devriez avoir un crâne de type archosaure. Et puis, il y avait tout un tas de petits caractères comme ça qui montraient qu'en fait, c'était plutôt un squamate. Et il y a eu, il y a eu un débat par publication que je ne vais pas vous refaire là. Il y a évidemment eu des tirs croisés. Il y a l'un des auteurs de l'article sur Oculudentavis, notamment Jingmei O'Connor, a publié une phylogénie pour montrer que Oculudentavis se branchait préférentiellement parmi les oiseaux que parmi les lézards. Donc bref, il y a eu un débat par publication interposée. Il y a eu aussi un énorme débat, plusieurs débats sur Internet qui n'ont pas tous été très sympathiques d'ailleurs, notamment envers Linda Xing, qui est le premier auteur de l'article, euh, qui ont vraiment accusé les auteurs de malhonnêteté, parfois de malhonnêteté, d'avoir publié Oculudentavis en sachant très bien que c'était pas un oiseau, mais en ayant fait du forcing pour l'interpréter comme un oiseau. Bref, voilà. Et tout ça culminant avec cette chose d'une seule page et de quelques lignes seulement. Donc les auteurs originaux de la publication d'Oculudentavis rétractent l'article. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, l'article est retiré de la publication. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus le trouver sur Internet, mais ça veut dire qu'officiellement, c'est comme s'il n'avait jamais été publié. Donc c'est comme si Oculudentavis n'avait jamais existé. Voilà. Et ça, c'est une grande première pour la paléontologie. J'aimerais bien qu'on insiste là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose. En paléontologie, je ne crois pas qu'on ait déjà vu des articles rétractés. Alors après, vous pourrez me corriger dans les commentaires, mais du moins, c'est ce que j'ai cru voir ressortir des débats qui ont eu lieu sur Internet, c'est que vraiment, c'est une grande première. En tout cas, pour un article qui décrivait une nouvelle espèce. Donc, voilà, la rétraction, ce n'est pas un acte anodin. Généralement, en tout cas en paléontologie, la rétraction, on ne l'envisage que s'il y a eu fraude. Donc c'est presque enfin le truc avec justement ce débat houleux autour de Oculudentavis, c'est que le fait de voir l'article rétracté, beaucoup de gens l'interprètent comme un aveu de fraude. Voilà. Et l'excuse qui est invoquée, c'est que, en gros, il y a un nouveau spécimen qui n'est pas encore publié, qui n'était pas encore publié à l'époque de de la publication, enfin de la rétraction de l'article, qui apparemment contredirait leur interprétation que c'était un oiseau. Sauf que avoir un spécimen nouveau qui contredit une interprétation passée, c'est tout sauf comment dire, c'est tout sauf nouveau en paléontologie. Je veux dire, c'est pas quelque chose
C'est pas quelque chose qui se passe jamais en paléontologie. Je veux dire, il n'y a qu'à prendre le Basilosaurus, par exemple. Basilosaurus, c'est une baleine qui, au départ, a été interprétée comme un reptile, comme un grand serpent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'appelle Basilosaurus, alors que généralement, la terminaison pour les mammifères, c'est therium. Saurus, c'est la terminaison pour les lézards. Donc, enfin pour les reptiles de manière générale. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est pas la première fois qu'un truc a été mal interprété et a ensuite été réinterprété quand on a trouvé du nouveau matériel. Donc, c'est plutôt bizarre comme réaction et ça a déclenché énormément de débats. Et le plus important de ces débats, ça a été, du coup, qu'est-ce qu'on fait de Oculudentavis maintenant? Du non Oculudentavis. Est-ce que Oculudentavis existe toujours? Ça, c'est une bonne question, ça, parce que maintenant que l'article officiellement n'existe plus, entre grosses guillemets, n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait du non Oculudentavis? Alors, il y en a beaucoup, moi y compris, qui pensaient à la base que, vu que l'article avait été rétracté, il n'y avait plus de description, puisque la description était dans l'article. Donc, le nom Oculudentavis était attaché à une description et que cette description, du coup, n'existait plus. De fait, vu qu'il n'y a plus de description, Oculudentavis devient un nomen nudum, donc un nom nu, parce qu'il n'a plus de description attachée dessus. Donc, ça rendait Oculudentavis invalide. Mais il y a Alain Dubois, donc du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a publié un article qui met les choses à plat et qui dit que non, Oculudentavis, en fait, ça marche toujours. Donc il y a même un petit résumé en français si vous êtes intéressé pour le lire. Oculudentavis, il existe toujours. Après, il invoque ce qui semble être plus une pirouette, on va dire, dans les règles de la nomenclature que plutôt une règle bien établie, on va dire. Bon, voilà. Si c'est la décision du comité de nomenclature de conserver Oculudentavis, quand bien même il n'y a plus de description attachée, tant mieux. Je veux dire, voilà. Tant qu'il y a une décision qui a été prise, ma foi, c'est bien. Le problème, c'est qu'on est resté pendant une période, un instant de flottement, où est-ce que Oculudentavis existe encore ou pas? Bonne question. Et par-dessus ça, il y a encore un autre article qui est sorti, alors qui n'est pas encore sorti, parce que là, ce que vous voyez, c'est encore la version manuscrite, mais qui a été accepté pour publication, donc c'est juste qu'il n'a pas encore été mis en page. Il y a encore un autre article qui est sorti qui décrit justement le nouveau spécimen en question. Donc le nouveau spécimen que Linda Xing et ses collègues invoquaient dans leur rétraction, en fait, il a été publié juste après. Et ce nouveau spécimen, c'est effectivement un spécimen un peu plus complet, que je vais vous montrer maintenant. Toutes les images sont à la fin, voilà. Donc c'est un nouveau spécimen dans l'ambre. Vous voyez qu'il a un crâne, mais qu'il a aussi un peu de post-crânien, donc il a un peu de squelette, et donc ce squelette a des écailles. Voilà, c'est ce qu'il y a décrit ici, dorsal scale. Donc ce squelette a des écailles, donc c'est définitivement pas un oiseau. Ce qui finit d'enterrer, et puis même là sur le crâne ici, vous voyez, il y a encore des écailles sur la bouche. Donc ce spécimen est définitivement pas un reptile, donc définitivement pas un oiseau, mais bien un reptile. Donc ça finirait de planter le clou dans le cercueil d'Oculudentavis, au moins en tant qu'oiseau. Pas en tant qu'espèce, puisque comme on l'a dit, l'espèce est toujours valide du coup. Mais en tant qu'oiseau, en tout cas, c'est fini. Après, je trouve ça un peu bizarre, ce nouveau spécimen, parce que là, voilà le crâne du nouveau spécimen, voilà le crâne du spécimen de l'holotype, donc du spécimen original d'Oculudentavis. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir qu'ils ne sont pas pareils. Je veux dire, quand bien même on considère l'écrasement de ce spécimen par rapport à celui-là, quand bien même on corrige pour l'écrasement, je veux dire, là, les pariétaux sont quand même vachement plus bombés que sur celui-là. Ici, vous voyez, là, il y a une crête sur le nez qui est super longue et qui est super visible, qui est même visible sur cette image-là. Quand on le regarde du dessus, vous voyez, il y a une crête sur le nez qui est très très longue et très visible, qui ne l'est pas là. Là, vous voyez que la crête, elle est presque aussi haute que le crâne, alors que là, enfin, si on considère ça comme étant une crête, elle est toute petite. Vous voyez que le maxillaire ici, il est vachement plus épais, alors même que normalement le spécimen est écrasé dorso-ventralement, donc normalement le maxillaire ne devrait pas être aussi épais. Donc il
y a plein de différences. Il y a une différence majeure aussi, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de foramen pinéal sur ce spécimen, alors que la première, enfin pas la première description, la seconde description du crâne d'Oculodentavis parlait d'un foramen pinéal à cet endroit-là. D'ailleurs, on le voit toujours, il est ici. Donc, ils sont pas si similaires que ça, en fait. Alors, c'est un peu étrange qu'il l'ait attribué à Oculodentavis parce qu'ils se ressemblent pas vraiment. Alors après, ils ont certains caractères qui sont très particuliers. Alors, c'est des caractères qui sont aussi très spécialisés. Donc, au final, c'est un peu, c'est pas hyper utile de les décrire là. Mais voilà, il y a quelques caractères qui sont très spécialisés et qu'on retrouve apparemment que chez ces deux spécimens-là et chez aucun autre lézard. Mais est-ce que ça compense vraiment pour les différences qu'on voit entre les deux? Non pas que je doute qu'ils soient peut-être proches parents, mais de là à les appeler tous les deux Oculodentavis et à les attribuer tous les deux à la même espèce, ça semble un peu prématuré. Donc bon, je pense, enfin, j'ai dit fin de partie pour Oculodentavis. La sortie de ce nouvel article me suggère, me crie que, en fait, non, je pense qu'on est encore loin d'une fin de partie pour Oculodentavis. Je pense qu'on en entendra encore parler d'Oculodentavis parce que ce spécimen-là, ça m'étonnerait qu'il reste Oculodentavis très longtemps. Si ça se trouve, d'ailleurs, avant d'être publié, cet article-là sera corrigé et puis finalement, ils l'appelleront plus Oculodentavis et là, du coup, ça voudra dire que, on rouvre la porte à, à des interprétations différentes du spécimen original. Donc bref. Et cet article d'ailleurs, il est accompagné par cette très belle reconstruction de Oculodentavis où on voit d'ailleurs très bien la crête. Donc ils reconnaissent complètement l'existence de cette crête. La compression dorso-ventrale est à peine corrigée. Donc ça veut dire que pour eux, ce qu'on voit là, c'est pas si loin de la vérité. Donc bon. Donc à part la très très grande taille de l'orbite, ces deux spécimens, à première vue, ils se ressemblent pas tant que ça. Donc bon, on va voir. On va voir ce que le futur nous réserve. Je ne suis pas spécialiste des squamates. Après, voilà, comme ils disent, les deux spécimens ont quand même des caractères, certains caractères hyper spécialisés qu'on ne retrouve que chez ces deux spécimens. Donc je ne doute pas, d'après leur description, que les deux, là, soient proches parents. Donc ce spécimen-là, le nouveau spécimen, indique bel et bien que ce spécimen-ci est un squamate, est un lézard. Ça, je pense que maintenant c'est fini, il n'y a plus trop à discuter. Par contre, je ne suis pas complètement convaincu que ce nouveau spécimen devrait être appelé Oculodentavis. À mon avis, on est face à un autre genre, au moins à une autre espèce, quoi. Bref. Donc là, ouais, d'ailleurs, dans le texte, je viens de me rendre compte à l'instant, mais dans le texte, il l'appelle Oculodentavis Kangae, donc qui est le nom original, donc Congrae, pardon. C'est pas évident à prononcer, vous m'accorderez. Il l'appelle Oculodentavis Congrae, alors que dans la figure, dans cette figure-là, il l'appelle Oculodentavis SP. Donc dans la figure, ils expriment beaucoup plus de prudence que dans le corps du texte. Là, à la limite, je serais un peu plus d'accord pour l'appeler Oculodentavis SP. Au moins dire que ces différences de morphologie du crâne en font deux espèces différentes. Peut-être du même genre, mais deux espèces différentes. Bon, bref. Mais là, on est sur un débat qui est purement taxonomique, donc ça devient un peu, ça devient un peu ennuyeux. Donc voilà, Oculodentavis, c'est un lézard, et ça m'étonnerait qu'on n'en entende pas encore parler. Double négative. Donc on passe maintenant du côté des ornithischiens, quand bien même on n'était plus vraiment en train de considérer Oculodentavis comme étant réellement un théropode, mais on passe du côté ornithischien de l'arbre des dinosaures, avec une nouvelle phylogénie des dinosaures, qui est, enfin des dinosaures cérapodes, c'est-à-dire des cératopsiens et des pachycéphalosaures, proposé par des chercheurs belges et français principalement. Donc Paul-Émile Dieudonné, je crois qu'il est belge, Pascal Godefroy est définitivement belge, et Thierry Tortosa qui est français. À la limite, s'ils sont dans les commentaires, ils pourront nous dire. Pour nous confirmer. Et Cruzado Caballero, par contre, j'ai aucune idée de sa nationalité, donc je ne vais pas m'avancer. Mais bref, donc des chercheurs francophones, voilà, principalement francophones,
qui nous propose une nouvelle phylogénie des dinosaures cérapodes, dans laquelle, en fait, ils nous disent que, donc vous avez ici, en gros, les cératopsiens, avec, vous voyez par exemple Psittacosaurus ici, Liaoceratops, et en fait, ces cératopsiens, on sait depuis longtemps qu'ils sont rattachés aux pachycéphalosauriens. Donc ici, que vous pouvez voir ici, vous avez Pachycephalosaurus notamment, qui est juste là, Stegoceras juste à côté, bref, les pachycéphalosauriens. Et en fait, ce qu'ils proposent, eux, eh ben, c'est que tout un tas de petits dinosaures dont on ne savait pas trop quoi faire et qui datent du Jurassique, eh bien, en fait, ils appartiennent à la branche des Pachycéphalosauridés. Et ça, c'est une hypothèse qui est très, 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 très provocante, qui est très, 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 très peu acceptée d'ailleurs. J'ai pu en discuter avec des collègues. Il n'y a pas grand monde qui est très d'accord avec ça. Ils mettent notamment, vous voyez, des trucs sud-africains comme Heterodontosaurus et Abrictosaurus. Des trucs sud-africains du tout début du Jurassique, ils en font des pachycéphalosauridés. Et mes collègues sont pas du tout d'accord avec ça parce qu'en fait, pour eux, c'est que ce qui branche en fait ces hétérodontosauridés aux pachycéphalosauridés, c'est essentiellement des caractères primitifs, notamment la rétention de dents prémaxillaires. Donc apparemment, il semblerait que dans la façon dont ils ont codé la présence de dents, des dents prémaxillaires, en fait, ça force la présence de dents prémaxillaires à être une synapomorphie au lieu d'être une plésiomorphie. Donc si vous y connaissez un peu en cladistique, ça vous parle. Si vous n'y connaissez rien, sachez juste que c'est contesté. Voilà. C'est très contesté et ça n'a pas fait du tout l'unanimité. Il y a une autre raison pour laquelle ça n'a pas fait l'unanimité, c'est que si vous regardez cet arbre, en fait, phylogénétique, vous voyez que si on vire ici là, les hétérodontosauridae, donc tout ce petit monde, en fait, et qu'on garde que les pachycéphalosauridés, eh bien, on constate qu'en fait, les cératopsiens et les pachycéphalosauridés apparaissent globalement en même temps, donc à la fin du Jurassique. Du moins, ces clades-là, voilà, peut-être pas les pachycéphalosauridés les plus dérivés qu'on connaît le mieux, mais au moins ceux-là, quoi, ils apparaissent à peu près en même temps au Jurassique. Donc ça, c'est... Et si on considère que les pachycéphalosauridés, c'est encore pire, ils apparaissent qu'à la fin du Crétacé. Bref, quand vous liez ces cératopsiens aux pachycéphalosauridés, vous avez une petite lignée fantôme de quelques millions d'années pour pouvoir les relier les uns aux autres. Voilà, une lignée fantôme, c'est une branche de l'arbre sur lequel il n'y a aucun fossile. Et là, le problème, c'est qu'en reliant les pachycéphalosauridés tout en bas du Jurassique avec les hétérodontosauridés, bah là, vous avez une lignée fantôme qui s'étend tout le long du Jurassique, et ça représente quand même, alors si vous regardez, là, vous avez entre 150 et 200 millions d'années, donc ça représente une lignée fantôme de près de 50 millions d'années. Donc 50 millions d'années pendant lesquelles, normalement, il y avait des pachycéphalosauridés, et on ne les trouve pas. Et en plus, 150 millions d'années pendant lesquelles il y aurait des pachycéphalosauridés qui ressembleraient à des hétéronothosaures, du coup. Et il y en aurait eu partout, parce que les pachycéphalosauridés, en plus, on ne les trouve pas partout. On les trouve que dans l'hémisphère nord, et encore pas partout dans l'hémisphère nord. Et là, d'un seul coup, on a des fossiles sud-africains qui viennent s'ajouter au mix. Donc c'est une hypothèse qui est très contestée du point de vue temporel et très contestée du point de vue géographique aussi. Donc je pense pas qu'elle fera de vieux os, cette hypothèse. Je pense pas qu'elle fera date. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a encore des gens qui quand même sont capables de remettre en question des... Comme on le disait dans une vidéo précédente, il y a certaines théories qui sont des vieux arbres et il faut les secouer pour voir s'ils tiennent encore debout. Et je pense que voilà, depuis, je crois que c'est Sereno qui avait proposé de lier les pachycéphalosaures aux cératopsiens. Et du coup, donc c'est depuis 2007, je crois. Donc ça fait déjà une quinzaine, plus de 15, non, 13 ans, c'est ça. Ça fait déjà 13 ans que ça a été proposé. Donc bon, c'est bien de secouer un petit arbre qui a 13 ans. Faut le secouer et voir s'il tient encore. Et puis ben, c'est un peu comme, alors c'est pas un peu comme les ornithocélidas. Les ornithocélidas, c'est un paradigme vieux de 150 ans qui est secoué. Mais voilà, faut secouer.
faut secouer, et puis il faut voir si ça tient. Et puis bah, si ça tient, et ben, tant mieux, et si ça tient pas, bah, heureusement qu'on s'en est rendu compte à temps. C'est surtout ça. C'est pas tant pis. Il faut s'en rendre compte à temps. Et à temps, c'est n'importe quand en science. Ça peut être n'importe quand tant qu'on s'en rend compte. Voilà. Autre grosse hypothèse qui a été secouée encore pendant les vacances, c'est celle de l'origine des ornithischiens. Justement, comme je disais, on est du côté des ornithischiens toujours, donc toujours du côté des dinosaures herbivores. Où cette fois, eh bien, il y a des gens qui ont proposé, alors pour le coup, je ne les connais pas du tout, donc je ne vais même pas essayer de commenter sur qui sont ces personnes, mais en tout cas, c'est publié dans les Proceedings of the Royal Society, donc c'est grosse revue, grosse crédibilité. C'est des gens, j'ai jamais réussi à publier là-dedans, typiquement. C'est pas faute d'avoir essayé, non, ils veulent pas de moi. Si vous n'avez pas un bon gros bagage derrière vous, globalement, ils veulent pas de vous. Donc, bon, ne pas vouloir me publier, c'est pas une preuve de crédibilité, mais bon, je suis là pour témoigner qu'ils prennent pas n'importe quoi non plus, quoi. Hein. Je veux dire, il y a des fois, je leur ai envoyé du lourd, et même du lourd, ils en veulent pas. Ils veulent que ce soit béton, carré, bref. Donc bref, les Proceedings of the Royal Society, c'est pas des guignols. Et donc là, on a les Ornithischia, ici en vert, et en fait, ces auteurs proposent de... Alors, on va peut-être partir du départ. Les ornithischiens, donc, ils apparaissent au Jurassique. Or, les dinosaures, ils apparaissent dès le début du Jurassique, avec justement Heterodontosaurus, par exemple. Et les Ottosaurus, donc vous les voyez là, hein, les Ottosaurus et Heterodontosaurus, c'est parmi les plus anciens. Là, vous avez même Eocursor, qu'ils incluent parmi les ornithischiens, qui est aussi plus vieux. Donc, ils apparaissent au début du Jurassique. Voire apparemment fin Crétacé. Non, même pas, non. Non, début Jurassique. On confirme début Jurassique. Ils apparaissent au début du Jurassique. Le problème, c'est que, quel que soit le groupe frère des ornithischiens, donc que vous considérez que c'est les théropodes ou que vous considériez que ce sont les saurischiens et les théropodes, eux, ils apparaissent dès le Trias. Donc encore une fois, on a un problème de lignée fantôme. Vous voyez là, ces longues branches ici que vous voyez là, ces longues branches qui n'ont aucun fossile, bah ça c'est tout des lignées fantômes et ça fout un peu le bordel. donc on est face à un problème de lignée fantôme, on est face à un problème de soit il y avait des ornithischiens dès le Trias et on n'a toujours pas les fossiles, soit il y a certains fossiles du Trias qu'on connaît déjà mais qu'on n'a pas interprété comme étant des ornithischiens. Eh bien, eux, ce qu'ils proposent à travers de leurs nouvelles analyses, c'est qu'en fait, il y a un groupe de trucs qu'on ne considérait même pas comme des dinosaures, on les considérait comme des dinosauromorphes, on appelle ça les silésauridés. Donc, on ne les considérait même pas comme des dinosaures. Eh bien, pour eux, non seulement ce sont des dinosaures, mais en plus, ce sont les ancêtres des ornithischiens. Et l'hypothèse est, encore une fois, assez provocante parce que les silésauridés, sont des carnivores. Donc, ce seraient les ancêtres carnivores des ornithischiens avant qu'ils ne deviennent herbivores, parce que de toute façon, les archosaures sont primitivement carnivores. Donc, on sait que la condition carnivore est forcément ancestrale pour les ornithischiens. Donc, les silésauriens seraient les ancêtres carnivores des ornithischiens, et c'est pour ça qu'on a une grande lignée fantôme, c'est parce que, en fait, on s'est trompé depuis le début. On a toujours eu ces fossiles en face des yeux, c'est juste qu'on ne les avait pas identifiés comme étant des ornithischiens. Et on aurait des animaux comme Heterodontosaurus qui feraient un peu le pont morphologique en fait entre les silésauriens et les ornithischiens, parce que Heterodontosaurus, comme son nom l'indique, a des dents hétérodontes, ce qui veut dire qu'il a non seulement des dents qui sont adaptées pour la nourriture herbivore, mais il a aussi des grandes canines et des incisives pointues qui pointent plutôt vers un régime qui est carnivore dans ce cas-là. Donc il a des molaires d'herbivore, mais il a des canines et des incisives de carnivore. Donc c'est intéressant comme hypothèse, et puis encore une fois, c'est assez provoquant, ça secoue des vieux arbres. Encore une fois, on secoue des vieux arbres, et puis on va voir. Donc je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question pour vous donner un niveau de crédibilité à ça. Puis encore une fois, ce qui va donner le niveau de crédibilité à ce genre d'hypothèse, comme pour les ornithocélidas, c'est le facteur temps, quoi. C'est
Combien de fois est-ce que des gens vont reproduire une phylogénie comme ça et tomber sur ce même résultat? Résultat d'ailleurs, si vous regardez bien, qui ne soutient pas la monophylie des Ornithocélidae. Donc là, pour eux, ne retrouvent pas les Ornithocélidae. Par contre, ils retrouvent les Herrerasauridae pas loin à la base des saurischiens, au lieu de les retrouver avec les théropodes, comme la plupart des phylogénies le font. Donc encore une fois, bon, c'est un jeu de cartes et on rebat les cartes et on voit. Faut rebattre les cartes et voir si ça ressort. Et plus ça ressort, et plus on peut y donner de la crédibilité. Donc pour l'instant, c'est des hypothèses qui sont là, qui existent, et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant en fait de voir qu'il y a des gens qui se posent des questions sans arrêt et qui veulent tester ces hypothèses. Voilà. C'est pas des dogmes, contrairement à ce que certains disent. C'est pas des dogmes. Un paradigme, c'est pas un dogme. C'est une hypothèse qui est fortement établie, mais qui est toujours questionnable. On repasse du côté théropode de la force avec une étude de Microraptor, en fait d'un des fossiles de Microraptor les plus connus. C'est celui-là, voilà, c'est genre celui que tout le monde connaît. Et en fait, il y a des chercheurs, pareil, que je ne connais pas. Vous voyez, là pour le coup, ah si, Jingmei O'Connor, Jingmei O'Connor d'ailleurs, elle a aussi travaillé sur Oculus-Dentavis. Tiens, on l'a vu son nom tout à l'heure. Avec Oculus-Dentavis, Xingzhou, Xingshu, je crois que ça se prononce comme ça, c'est celui qui avait publié Microraptor à la base, si je me rappelle bien, mais bref. Donc il y a quand même des gens connus dedans. Et donc dans cet article, en fait, ces gens-là se sont rendus compte que sur ce fossile qui est connu depuis très longtemps de Microraptor, c'est un des fossiles les plus connus de Microraptor, eh bien, toutes les plumes ne sont pas au même niveau. Vous voyez ici, c'est coloré là, c'est bien coloré et tout. Toutes les plumes ne sont pas au même niveau. Il y a des plumes qui sont encore en train de pousser. Et c'est alterné. C'est-à-dire que vous avez une plume ou deux vous avez une plume qui est fortement développée, une plume qui ne l'est pas, une plume qui est fortement développée, une plume qui ne l'est pas, une plume qui est fortement développée, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mue séquentielle. Et cette mue séquentielle est un caractère qu'on retrouve chez les oiseaux. Vous voyez, une plume développée, une plume en train de pousser, une plume développée, une plume en train de pousser, etc. Et cette mue séquentielle est une condition nécessaire au vol, puisqu'il faut quand même avoir quelques plumes développées quand on est un animal volant. Il faut quand même avoir une partie de ces plumes fonctionnelles pour pouvoir voler. Donc c'est ce qu'on voit chez cet oiseau-là. Donc vous voyez que là, bon, pour le coup, celui-là, il est vraiment fortement déplumé. Celui-là, il est très, 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 très déplumé. Lui, il a perdu toutes ses plumes en même temps. Donc ça, c'est les animaux pour lesquels c'est les oiseaux pour lesquels le vol n'est pas une condition nécessaire à la survie. Mais pour les oiseaux chez qui le vol est une condition nécessaire à la survie, vous voyez que les plumes sont très développées et qu'il y a un remplacement séquentiel de ces plumes. Donc, non seulement on a chez Microraptor, donc un théropode non avien, un remplacement qui est typique de celui des oiseaux, mais en plus, la condition est quasiment identique à ce qu'on voit chez les oiseaux modernes volants, ce qui tendrait à confirmer que Microraptor savait voler. Une nouvelle qui n'a pas pu vous échapper, je crois que c'est vraiment la plus grosse nouvelle qui soit sortie récemment à propos de la paléontologie, en tout cas cet été, c'est la découverte de tissus cancéreux sur un fossile d'un cératopsien, donc un Centrosaurus. Sur mon tweet, je l'ai partagé sur Twitter et sur Facebook, j'ai appelé ça un Triceratops. J'avais pas vu. J'avais pas vu la petite reconstruction, là, c'est un centrosaure. Bref, c'est un cératopsien. Donc, sur ce Centrosaurus, on a le tissu ici qui a été mis en jaune, qui est du tissu cancéreux, et les sections les sections fines qui ont été faites à travers cet os indiquent qu'il s'agit d'un cancer et que ce cancer, c'est un cancer qui est malin. Donc, c'est pas une gentille tumeur qui fait pas de mal, parce que ça existe, les gentilles tumeurs qui font pas de mal. On en a retrouvé plein, donc c'est ce qu'ils expliquent dans le premier paragraphe. On a retrouvé plein d'ossements de dinosaures avec des gentilles tumeurs bénignes, mais là, c'est une tumeur maligne. C'est une tumeur qui a probablement causé la mort
de l'animal pour le coup. Et c'est la première fois en fait qu'on retrouve une tumeur maligne chez un dinosaure. Et du coup, c'est un instant qui fait date, puisque ça veut dire que les cancers, ça existe depuis très longtemps, ça on le savait, mais les cancers malins, on ne savait pas. Bah maintenant on sait. Voilà. Maintenant on sait. Et sachant que ce type de cancer existe chez l'humain, et maintenant on sait qu'il existe aussi chez le dinosaure, ça veut dire que l'ancêtre commun des amniotes avait déjà le cancer. Donc ça veut dire qu'on peut au moins dater l'origine du cancer de 400 millions d'années. 400, voire même 420 millions d'années. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Alors il y a des gens qui se sont jetés sur la conclusion à savoir il y a des gens qui n'aiment pas les végétariens, voilà, ou les véganes, et qui du coup se sont jetés sur la conclusion du fait que bah voilà, Centrosaurus, c'est un herbivore et il a quand même le cancer et ce cancer l'a tué. Donc ça veut dire qu'être herbivore, ça sert à rien, ça protège pas du cancer. Certes, mais c'est pas nouveau. C'est pas exactement nouveau le fait que d'être herbivore vous protège pas du cancer. Je veux dire, les vaches ont le cancer, hein. Donc bon, bref, voilà. Donc je sais pas pourquoi il y a des gens qui se sont immédiatement jetés là-dessus. D'autant que la biologie d'un centrosaure, à mon avis, doit être suffisamment différente de celle d'un être humain pour qu'on puisse dire qu'on voit pas le rapport. Je veux dire, on peut largement contre-argumenter qu'on voit pas le rapport, quoi. Mais bref, pourquoi pas? Pourquoi pas? La news suivante, qui n'est pas du tout une news puisqu'elle a été publiée en 2018, c'est un article du blog Tétrapode Zoologie, mais qui est ressorti en fait récemment parce que Darren Naish l'a retweeté récemment en fait, et j'ai trouvé intéressant de le repartager ici à travers les Paléo News. C'est en fait le fait que les dinosaures à bec de canard n'avaient absolument pas un bec de canard, et qu'on le sait grâce à un fossile de préservation de tissu mou sur un uranosaure, non, un edmontosaure, pardon, sur un Edmontosaurus, voilà. Donc voici le crâne d'Edmontosaurus. Donc c'est un crâne dont on pourrait croire qu'il a un bec de canard, puisque vous voyez que la bouche est complètement aplatie. Donc si on rajoute juste un petit bec par-dessus ça, on peut bien s'imaginer que la forme du bec suivait la forme de l'os. Eh bien, il y a un fossile, donc LACM 23502. Ce fossile préserve la ramphothèque, c'est-à-dire le bec de kératine. Donc c'est une préservation de tissu mou assez exceptionnelle, hein. On est bien d'accord que c'est pas un truc qui arrive, il n'y a qu'un seul spécimen, hein, je veux dire, c'est pas un truc qui arrive tout le temps. Et bien cette ramphothèque, vous voyez, elle n'a pas du tout la forme d'un bec de canard. Elle n'épouse pas en fait la forme du crâne, ce qui fait que toutes les représentations de dinosaures à bec de canard que vous avez pu voir de votre vie partout sont probablement complètement fausses. Ce qui est pas subtilement suggéré par ce dessin. En fait, voilà. Toute votre vie, vous avez cru que les dinosaures à bec de canard ressemblaient à ça. Bah non, pas du tout, ils ressemblent à ça. Voilà. Votre enfance ruinée en quelques phrases par Darren Naish, qui vous rappelle l'existence de ce fossile, qui vous la rappelle parce qu'apparemment il a été décrit dès 1970. Donc c'est pas un fossile particulièrement nouveau, en fait. Je crois qu'il cite la référence. Voilà, Maurice 1970. Voilà, c'est là que ça avait été décrit. Et puis, et néanmoins, depuis les années 70, les gens continuent à représenter les dinosaures à bec de canard avec un bec de canard, alors que ça ne ressemble pas du tout à un bec de canard. Et enfin, dernière news sur les dinosaures, après on passe à autre chose, parce que quand même, il n'y a pas que les dinosaures dans la vie. C'est une nouvelle étape on franchit une nouvelle étape dans notre compréhension de l'évolution de l'endothermie, c'est-à-dire de l'évolution du sang chaud chez les dinosaures. Puisque les dinosaures sont originaires de reptiles très basaux, d'amniotes très basaux qui étaient à sang froid, et aujourd'hui les oiseaux sont à sang chaud. Ça veut dire que quelque part dans la phylogénie des dinosaures, ou des archosaures du moins, le sang chaud est apparu. Un métabolisme à sang chaud est apparu. On sait que ça s'est produit. Maintenant, la question, c'est quand et chez qui. Et est-ce que les dinosaures étaient à sang chaud? Est-ce que tous les dinosaures étaient à sang chaud? La réponse que cet article nous fournit est que oui.
Alors, comment ils sont arrivés à cette conclusion? Ils ont observé la composition chimique des coquilles d'œufs de plusieurs dinosaures, donc des carnivores comme Troodon, donc des théropodes, des ornithischiens comme le Maiasaura, et puis que je me trompe pas, il y a aussi des titanosaures, mais des titanosaures qu'ils n'ont pas observés eux-mêmes, mais qu'ils ont eu par la littérature, donc des titanosaures qui sont des sauropodes qui ont été observés par d'autres personnes. Et donc, ils ont observé alors, ce qu'on appelle les isotopes de l'oxygène, si je ne me trompe pas, c'est des isotopes de l'oxygène. Bon, c'est la composition chimique en général, parce que là, je vois qu'il y a du fer et du manganèse, apparemment. Donc, ils ont observé la composition chimique en général. N'étant pas moi-même un géochimiste, je ne vais pas non plus commencer à m'aventurer trop profondément dans cet article. Je l'ai lu, mais bon, je ne comprends pas tout non plus. Mais en gros, si vous regardez là, vous avez la température, vous avez ici la masse corporelle. Et donc, la température ici, bah, en dessous de 30 degrés, c'est grosso modo sans froid. Au-dessus de 30 degrés, c'est grosso modo sans chaud. Avec évidemment une petite... Ils auraient peut-être dû mettre une petite zone grise ici. Hein, bon, mais pourquoi pas. Donc, ils ont comparé la composition chimique de leurs os, de leurs coquilles d'œufs de dinosaures, coquilles d'œufs de dinosaures qui grossissent, qui grandissent vraiment profondément à l'intérieur du corps d'une femelle. Donc normalement, les os, enfin l'œuf est formé à température corporelle. Donc normalement, sa géochimie devrait refléter la température du corps, parce qu'en fonction de la température du corps, ce n'est pas les mêmes éléments chimiques qui vont former la coquille. Du moins, les ratios isotopiques ne vont pas être les mêmes. Et ce qu'ils trouvent, eh bien, c'est qu'apparemment, chez les sauropodes, c'est sans chaud. Chez The ornithischiens qu'ils ont regardé, donc Maiasaura, il n'y en a qu'un, c'est sans chaud, c'est sans même très très chaud, apparemment, 45 degrés, pas loin de 45 degrés, donc c'est même oiseau, hein, c'est avien à ce niveau-là comme température corporelle. Et chez les théropodes, comme ils ont un peu plus d'échantillons, bah là, ils ont un peu plus de variabilité, voire même jusqu'à du sang-froid. Alors, comment ils savent qu'à partir de là, c'est sang-froid? Bah, parce qu'ils ont aussi fait la géochimie isotopique sur des moules et des gastéropodes qui ont été trouvés en même temps, donc des moules et des escargots, quoi, en gros, des moules d'eau douce et des escargots, qui ont été retrouvés en même temps au même endroit que ces fossiles. Donc, c'est pour être sûr, en fait, que la signature isotopique n'est pas due à un processus de fossilisation, en fait. Donc, tu es obligé. On ne peut pas juste analyser les autres dinosaures et voir si le ratio chimique est sans chaud ou sans froid. Non, il faut aussi comparer à des fossiles qui ont été trouvés au même endroit et dont on est sûr qu'ils sont à sang froid. Et donc là, pour le coup, les gastéropodes et les moules, c'est à sang froid, il n'y a pas de souci. Et ils ont été retrouvés au même endroit. Donc, on regarde leur coquille, le ratio géochimique de leur coquille, et ça nous indique ce que c'est que le sang froid. Et là, apparemment, on trouve que chez les théropodes, il y a aussi des il y a aussi des échantillons à sang froid. Sachant que leurs théropodes, c'est essentiellement Troodon, si je ne m'abuse. Donc un résultat qui, alors eux, ils l'interprètent comme étant c'est sans chaud, bon, un résultat mitigé au final, pourrait-on dire. Et puis, comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste de la géochimie, donc si ils préfèrent interpréter ça comme métabolisme à sang chaud, ben bon, je soulève un sourcil en regardant ça, en regardant ces deux échantillons-là qui sont définitivement du côté sang froid de la force, et je me dis, on va attendre plus de preuves. Sachant que bon, de toute façon, les preuves s'accumulent et s'accumulent pour dire que les dinosaures étaient en tout cas pas à sang froid, probablement pas à sang froid. Sachant que la géochimie isotopique, là, dans ce cas-là, ça vous dit seulement la température du corps. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils étaient capables de réguler cette température du corps, d'ailleurs. J'en profite par là, c'est endothermie n'est pas homéothermie. L'endothermie, c'est la capacité de générer de la chaleur. L'homéothermie, c'est la capacité à garder sa chaleur constante. Et on peut garder sa chaleur constante quand on vit dans les eaux tropicales, par exemple, comme les tortues luttes, ou bien quand on vit en région tropicale en général, puisque les régions tropicales, la température est constante de toute façon, ou bien quand on est gigantesque, comme les sauropodes par exemple. Les sauropodes, ils sont tellement gros que le simple fait de bouger un muscle réchauffe tellement leur corps que de toute façon, ils sont homéothermes. Alors, quand bien même qu'ils ne sont pas forcément, endothermes, qu'ils ne sont pas capables de générer
physiologiquement cette température, c'est juste le fait de bouger leurs muscles. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, les tortues luttes sont plutôt considérées comme des gigantothermes, comme les sauropodes. Elles sont tellement grosses que le simple fait de bouger leurs nageoires génère suffisamment de chaleur pour qu'elles gardent la température de leur corps à peu près constante. Mais les espèces tropicales, donc un corail par exemple, qui vit dans la ceinture de corail, il est homéotherme, parce qu'il reste à la même température tout le temps. Normal, il vit dans les eaux tropicales. Alors, quand bien même que les coraux ne sont pas capables de générer leur propre chaleur. Et puis, il y a des mammifères qui génèrent leur propre chaleur, mais qui ne sont pas homéothermes, comme par exemple les ours. Les ours, ils génèrent leur propre chaleur, mais en hiver, leur chaleur diminue. Donc leur chaleur, leur température interne chute parce qu'ils hibernent. Donc voilà, donc là, pour le coup, ce qu'ils quantifient, c'est l'homéothermie plus que l'endothermie. Donc c'est un seul aspect de ce qu'on appelle le sang chaud. Pas les deux aspects qui sont la capacité de régler sa température et la capacité de générer sa température. Mais c'est un pas de plus. On va pas évidemment critiquer juste pour le plaisir de critiquer. C'est un pas de plus qui nous indique, c'est un indice de plus dans un faisceau de preuves. Voilà. Ce qu'on demande, c'est un faisceau de preuves le plus complet. Et ça, c'est un pas de plus. Mais c'est pas l'article qui va vous dire, c'est bon, c'est fini, le débat est réglé. Non, c'est juste une preuve de plus. Un petit peu d'invertébrés maintenant pour vous signaler la sortie d'un nouvel article sur les limules. Donc les limules qui appartiennent au grand groupe des Xiphosaures. Article qui est sorti le 9 juillet 2020 dans la revue Frontiers in Earth Science et qui est très intéressant. C'est un article en fait de revue, donc c'est vraiment ça passe en revue tout ce qui a été publié récemment au moins sur l'évolution des limules et de leurs ancêtres Xiphosaures. Et donc, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est que ça nous illustre parfaitement bien que la famille des limules est très très loin d'être le fossile vivant est très loin d'avoir cette image, de refléter cette image de fossile vivant qu'on donne souvent aux limules. Voilà, vous avez les limules modernes, mais vous pouvez voir que les limules, ça n'a pas toujours ressemblé à des limules. Et ça, c'est quand même super, super intéressant. Donc c'est un article qui nous apprend rien de nouveau sur l'évolution des limules, au moins si vous connaissiez déjà l'évolution des limules. Et si vous ne la connaissiez pas, je vous invite à aller le voir parce que c'est un article qui est très intéressant, qui nous rappelle par exemple la découverte de ce spécimen de limule de l'ordovicien, si je me trompe pas, du silurien. Voilà, c'est écrit là, limule du silurien, qui donc a des pattes comme les limules modernes, mais qui a aussi des branchies, contrairement aux limules modernes, et qui démontre très très bien que non, les limules ne sont pas des fossiles vivants, et qui résume donc la diversité morphologique des limules. Comme je le disais, je vous montrais ici les limules, il y en a eu de toutes les formes, il y en a probablement eu de toutes les couleurs, même si la couleur n'est pas préservée, et donc là ça vous rappelle vraiment tout le registre fossile des Xiphosaures, limules inclus. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on parle d'invertébrés dans Paléo News. Donc voilà, si vous voulez tout savoir des limules et que vous voulez savoir clouer le bec à ceux qui disent que c'est des fossiles vivants, c'est l'article que vous voulez lire. Vous voulez lire cet article. Et puis on termine en dehors de la paléontologie, on va sortir un petit peu des sentiers battus de la paléontologie, juste pour parler un petit peu de mammifères, pour parler de mes préférés, les afrothères. Les afrothères. Et mes afrothères probablement préférés, que sont les Sanji. Les Sanji, qui est le mot Maasai pour parler de rats à trompe, qui ne sont pas des rats, mais qui par contre ont une trompe. Attendez que je vous trouve une photo, voilà. Donc les Sanji, voici la nouvelle, la nouvelle non, c'est une vieille espèce en fait, une espèce qu'on avait découverte il y a très longtemps, qu'on appelle le rat à trompe de Somalie, donc Elephantulus revuali, qui était connue il y a très longtemps et qu'on pensait éteinte et qui est restée éteinte, du moins dans nos registres pendant, je crois, 30 ans, quelque chose comme ça. Et puis ça y est, ils viennent de la retrouver. Ils viennent de la retrouver et ils ont même réussi à en extraire de l'ADN. Regardez-moi cette bouille, déjà avant qu'on parle de l'ADN. Regardez-moi cette bouille. Elle est trop belle. Elle est trop belle, cette Sanji. C'est trop beau, les Sanji. Il en faut plus, il en faut plus. J'ai eu la chance d'en voir une sauvage une fois. Bon, j'en ai vu en zoo, évidemment, mais
J'ai eu la chance d'en voir une sauvage une fois, c'est trop mignon. J'ai pas pu prendre de photos, mais c'était trop mignon. Regardez-moi ça, cette bouille, c'est trop beau. Donc ils ont fait des analyses ADN dessus. Alors évidemment, ils recaractérisent l'espèce, morphologiquement parlant. Donc il y a des petites différences dentaires, des petites différences dans le pelage, dans la forme du nez. Mais surtout, ils font une analyse génétique. Et alors cette analyse génétique, elle est très 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 intéressante. Très intéressante parce que, en fait, elle s'appelle normalement Elephantulus revoili, que voilà. Mais en fait, voici le clade des Elephantulus, et en fait, revoili ne tombe pas du tout dans le clade des Elephantulus du tout. Donc en fait, on pensait avoir perdu, faut voir l'implication du point de vue de la conservation de l'espèce, c'est-à-dire qu'on pensait avoir perdu une espèce d'Elephantulus parmi tant d'autres. Il y en a une dizaine, je crois, d'espèces d'Elephantulus, donc on pensait en avoir perdu une parmi tant d'autres, et en fait non. Si Elephantulus revoili avait disparu, bah, c'est pas une espèce qu'on aurait disparu, c'est un genre entier, parce que du coup, ils en font. Parce que vous voyez que là, vous avez le genre Petrodromus, vous avez le genre Macrocélides, vous avez le genre Elephantulus, et là, vous voyez que ça forme un clade totalement séparé de tous ces genres. Un peu plus proche de Petrodromus, qui vient d'Afrique centrale, si je ne m'abuse. Donc, et d'Afrique du Nord, il y a il y a Petrodromus et il y a Petrosaltator, pardon. Donc là, vous avez Petrodromus et Petrosaltator. Donc Petrodromus vient d'Afrique centrale, Petrosaltator, c'était autrefois aussi, on pensait que c'était un Elephantulus, et en fait non. Et ça, si vous habitez en Afrique du Nord, au Maghreb, c'est la Sanji que vous pouvez voir là-bas. C'est le rat à trompe que vous pouvez voir au Maghreb. Il n'y a qu'une seule espèce au Maghreb, et c'est Petrosaltator, Rosetti. Et donc là, vous voyez que si ces deux-là sont des genres séparés, alors Elephantulus revoili est forcément un nouveau genre aussi. Et de fait, ils l'ont appelé, que je ne me trompe pas, ça doit être dit dans le résumé, le voilà, c'est Galégisca revoili. Donc voici un nouveau genre d'éléphantule, issu d'une espèce qu'on croyait éteinte, qu'on croyait qu'elle n'existait plus, mais qu'elle existe en fait. Et ça, c'est super cool. Et comme je disais, ça a des implications sur la conservation. Ça veut dire que quand bien même il y a des espèces qu'on croyait connaître, et ben quand on réanalyse l'ADN, en fait, on ne les connaissait pas. Et si Revoili avait disparu, et ben on aurait perdu, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait perdu 1/5 de la diversité des macrocélidinés, de la famille des macrocélidinés. Donc, c'est quand même pas rien. 1/5 de la diversité des macrocélidinés qui aurait disparu complètement, au lieu de juste une espèce d'éléphantulus, quoi. Donc, c'est important pour la conservation, et je trouve ça trop cool qu'on retrouve encore des nouvelles espèces d'afrothères aujourd'hui. C'est trop la classe. Et le dernier article, c'est plus un fun fact qu'un article, mais c'est quand même paru dans les proceedings, hein, encore une fois, grosse revue donc. Et c'est des gens qui ont mis des draps sur des chevaux, voilà. C'est des gens qui ont mis des draps sur les chevaux. Alors, ils ont mis un drap noir, ils ont mis un drap gris, des draps rayés vertical, rayés horizontal, et ils ont même mis un damier, et ils ont regardé, en fait, combien de mouches. Donc ici, c'est des tans, en l'occurrence. Ils ont regardé combien de mouches leur atterrissaient dessus, des tans leur atterrissaient dessus. Donc voilà, les noirs, il y en a beaucoup, les gris, il y en a un peu moins, et alors les rayures horizontales, verticales et les damiers, il n'y en a pas du tout. Et du coup, ça a des implications évidemment sur l'évolution des zèbres et en quoi les rayures sont une adaptation pour repousser, qui sert à repousser essentiellement les mouches. Donc vous avez peut-être entendu la théorie que les rayures servaient à se camoufler des lions. Apparemment, non, c'est plutôt une adaptation contre les pestes, donc les mouches, les tans, et aussi les mouches tsetse. Il y avait eu des expériences similaires avec les mouches tsetse qui avaient été faites. Et ce que ça nous montre aussi, c'est que ce qui repousse les insectes, apparemment, c'est pas tant le fait d'avoir des rayures verticales, puisque les rayures horizontales et le damier ont, vous voyez, à peu près le même effet, voire même un meilleur effet d'ailleurs. Donc ce qui repousse, c'est pas tellement le fait d'avoir des rayures verticales, c'est le fait d'avoir une alternance en fait de noir et de blanc qui doivent casser la silhouette, ou on sait pas. Et en fait, ce que ça montre en gros, c'est qu'on croyait qu'on savait pourquoi les zèbres étaient rayés, que c'était pour repousser les mouches tsetse, mais qu'en fait, on ne sait pas vraiment
Ce que ça nous montre, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Parce qu'on pensait que c'était les rayures verticales qui avaient un effet de casser la silhouette de l'animal et que les mouches avaient du mal du coup, à repérer l'animal. En fait, non, c'est pas spécialement attaché au fait qu'ils ont des rayures verticales. Les rayures horizontales et les damiers, ça marche aussi. Donc, on ne sait pas exactement comment ça se fait que les mouches n'arrivent pas à atterrir, parce que c'est ça après qu'il montre, en fait, c'est que les mouches n'arrivent pas à atterrir sur les chevaux rayés, donc les zèbres, les simulations de zèbres, j'ai envie de dire, ils n'arrivent pas à atterrir dessus, donc c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, donc même si on ne sait pas comment ni pourquoi, la conclusion de tout ça, c'est que si vous voulez échapper au temps cet été, eh bien, il faut porter des marinières. Voilà. C'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et à très bientôt.